Bonjour tout le monde, ici Marc-Antoine Roussel, moniteur de conditionnement physique à la BFC de Bagotville. Je suis en compagnie de mon collègue Marc-André Boudreau-Rasmussen. Bonjour tout le monde, merci Marc. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va discuter ensemble, ça va être la psychologie du sport. Avant de commencer à entrer dans le sujet, on va se présenter. Donc, comme j'ai mentionné, Marc-Antoine Roussel, je suis moniteur de conditionnement physique à la BFC Bagotville depuis maintenant 1 an. Je suis détenteur d'un baccalauréat en kinésiologie depuis 2015 à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et puis par la suite, j'ai poursuivi mes études aux études supérieures, donc en faisant une maîtrise en psychologie du sport à l'Université du Québec à Chicoutimi, sous la supervision de M. Jacques Plouffe, docteur en psychologie du sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est un sujet en fait qui nous passionne grandement, Marc-André et moi, puis c'est un sujet dans lequel on a décidé d'embarquer à pieds joints tous les deux parce que c'est quelque chose qui m'a rejoint un tout petit peu. Lors de mes études universitaires, j'ai fait des recherches en lien avec l'effondrement de performance, la léthargie et la performance de pointe chez les joueurs de golf universitaires québécois. C'est un sujet qui est assez précis, pointu. Par contre, ça couvre plusieurs choses dans le sport en lien avec l'effondrement de performance et la léthargie qui survient à un certain moment dans la carrière d'un athlète. Par la suite, j'ai travaillé avec plusieurs athlètes au niveau amateur, donc de haut niveau, que ce soit des athlètes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de sport d'élite au niveau québécois, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Québec, la Beauce. J'ai quelques athlètes aussi qui sont dans les centres nationaux d'entraînement dans diverses disciplines. Donc c'est pour ça que ce matin, je me sentais d'attaque pour parler de ce sujet-là. Et je vais laisser la parole à mon collègue Marc-André Boudreau-Rasmussen, mon bon ami, pour qu'il puisse se présenter à son tour. Merci Marc, belle présentation. Comme Marc-Antoine l'a mentionné, mon nom c'est Marc-André Boudreau-Rasmussen. Je suis détenteur aussi d'un baccalauréat en kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Pour ma part, au niveau de ce qui est de préparation mentale, je me suis toujours intéressé à la préparation mentale. Marc-Antoine et moi, on a travaillé beaucoup ensemble pendant notre baccalauréat sur des projets qui concernaient la préparation mentale. J'ai lu beaucoup de références. J'ai aussi, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout le côté pleine conscience, mindfulness en anglais. Puis la méditation, fait que j'ai lu plusieurs références. Je me suis intéressé à ça aussi en compagnie du directeur de maîtrise, Marc-Antoine, Jacques Plouffe. J'ai des bons liens avec, fait que je veux j'approfondis mes connaissances là-dedans. Puis je suis chanceux, j'ai un collègue, ami, qui est spécialisé dans le domaine, donc ça me permet de toujours approfondir mes connaissances. Mon expérience, surtout ici avec les forces armées canadiennes, avec l'unité 439 ici, j'ai développé une conférence de préparation mentale que j'avais montée à cette époque-là à l'aide de Marc-Antoine pour présenter, pour aider les gens là, de recherche et sauvetage et les pilotes d'hélicoptères à se préparer mentalement pour leur travail. J'ai aussi travaillé avec le NIMEG, le Nijmegen, les équipes qui sont parties pendant 2 ou 3 années pour le volet préparation mentale et physique. Donc, une fois de plus, une conférence en préparation mentale avec les gens du NIMEG. On les a suivis aussi pendant toute leur préparation, autant au niveau mental que physique. Puis aussi rappeler que dernièrement, là, avec les adjudants puis les commandants, de la base, on a fait une activité là, sur la préparation mentale et physique. On a fait des capsules sur la préparation mentale puis des activités mélanger tout ça là, avec la préparation physique. Donc, moi, mon expérience est beaucoup ici sur la base de Bagotville. Fait que je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir participer là, à ce vidéo puis à transmettre nos connaissances. Et justement, en lien avec le vidéo de ce matin, Marc-André, on va faire une petite élaboration là, du plan de match pour aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démystifier qu'est-ce que c'est que la psychologie du sport en lien avec l'origine de ce domaine d'études-là aussi. D'où est-ce que ça provient, qui sont les têtes marquantes ou les non marquants en lien avec la psychologie du sport. Par la suite, on va parler des 2 types de psychologie, 2 types d'approches qui vont être utilisées avec la psychologie du sport que Marc-André et moi, on va discuter. Par la suite, sous une formule un petit peu question-réponse pour le reste là, du vidéo, on va parler des bénéfices et des limites de pratiquer la psychologie du sport ou la psychologie, la préparation mentale au quotidien, que ce soit en lien avec le travail ou la performance sportive. Quatrièmement, on va aborder des sujets en lien avec les athlètes qui utilisent les stratégies ou la psychologie du sport. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'athlètes professionnels que vous connaissez, que ce soit en lien avec la Ligue nationale de hockey, la Ligue nationale de baseball, la NFL, il va y avoir aussi au niveau de la NBA, il va y avoir des athlètes au niveau du tennis, dans plusieurs disciplines olympiques. Donc, autant canadiens, américains que toute autre nationalité. Donc, on va parler de ces athlètes aussi ce matin.
Par la suite, on va parler de la planification annuelle, en quoi ça consiste une planification annuelle au niveau de la psychologie du sport, au même titre que la planification annuelle au niveau physique, technique et tactique. Et on va terminer, Marc-André, avec des liens qu'on peut faire au quotidien en lien avec la psychologie du sport par rapport à la préparation mentale et à la performance, que ce soit au travail, dans la vie de couple, à la maison, avec la famille. Puis éventuellement, on va faire une transition sur notre prochaine capsule qui va avoir lieu dans quelques semaines en lien avec des stratégies concrètes et utiles en lien avec la préparation mentale. Exactement. Donc, merci Marc. Merci à tout le monde d'écouter. On est très heureux de pouvoir partager nos connaissances une fois de plus. Donc, bonne écoute. Merci. Donc maintenant, on va aborder le premier point qu'on avait à notre ordre du jour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la psychologie du sport? La plupart du temps, lorsque je vais travailler avec des athlètes ou que je vais parler de la psychologie du sport, souvent les gens vont voir ça du côté négatif, étant donné qu'on va associer le mot psychologie avec faiblesse mentale ou des troubles au niveau de la santé mentale. Puis les gens veulent se dissocier le plus possible de ce genre de problème. Afin d'éviter de vivre ce genre de stigmatisation, je vais faire avec vous un petit parcours dans le temps, à partir de quelle année la psychologie du sport a débuté en Amérique du Nord et dans le monde entier, pour en venir jusqu'à aujourd'hui. Puis on va établir ensemble c'est quoi les rôles de quelqu'un qui travaille en psychologie du sport en lien avec la préparation mentale, quelles sont les caractéristiques et comment est-ce qu'on va travailler avec les athlètes ou les gens avec lesquels on va travailler au quotidien. Puis par la suite, on va faire les liens avec les deux types de psychologie du sport ou les deux types d'approches qu'on va utiliser en lien avec la consultation. Dans un premier temps, c'est en 1890 que les premières études ont été faites en lien avec la performance sportive et la psychologie avec Norman Triplett. Norman Triplett, qui est un chercheur de l'Université de l'Illinois, qui a fait des études avec des cyclistes. Donc, dans un premier temps, devait faire progresser un cycliste, donc faire un parcours avec un chronomètre, puis devait compter le nombre de temps que ça lui prenait à effectuer un certain parcours. Puis, lorsqu'il l'a placé en compétition avec d'autres cyclistes, a remarqué que la performance était meilleure de la part du cycliste. Donc, une des premières théories avec la psychologie du sport, qui est la facilitation sociale, a émergé en 1890 avec Norman Triplett et sa fameuse étude sur les cyclistes. Par la suite, entre 1921 et 1938, c'est là vraiment qu'on va y avoir une explosion au niveau du développement de la psychologie du sport, notamment lorsque d'autres pays vont se mettre de la partie. On parle notamment du Japon, de l'Allemagne, de la Russie et des États-Unis qui vont mettre de l'avant la psychologie du sport avec plusieurs études afin d'optimiser les performances de leurs athlètes. En 1939 jusqu'à 1965, c'est là qu'on va parler de l'étape du développement du futur, en fait, vers les nouvelles études, où il va y avoir plusieurs champs d'études qui vont être développés, notamment avec des choses en lien avec la confiance en soi, l'anxiété de performance, l'optimisation des performances comparativement à d'autres athlètes. Et c'est vraiment là, dans ce contexte-là que la psychologie va exploser et va nous mener vers 1966 à 1977, où l'académie va prendre un grand tournant. Donc, au niveau académique, plusieurs universités vont offrir de nouveaux programmes en lien avec la psychologie du sport. On parle notamment d'Ogilvy, qui est une des têtes marquantes, donc M. Bruce Ogilvy, qui est une des figures marquantes en lien avec la psychologie du sport et les recherches académiques qui vont être menées. Et il va aussi avoir l'élaboration de plusieurs associations qui vont émerger dans le temps. Par la suite, entre 1978 et 2001, on parle de la multidisciplinarité de la psychologie du sport. On ne va pas seulement s'arrêter au sport et à la performance, mais aussi à l'activité physique. Donc, les bienfaits de l'activité physique sur le mental des gens qui vont la pratiquer. Et c'est vraiment par la suite, entre 2001 et aujourd'hui, en fait, qui est la phase contemporaine, qu'il va y avoir un meilleur accès à l'information par rapport à, on ne vous cachera pas, avec l'informatique, Internet, les bases de données. Donc, un plus grand accès à toute la population et à tous les chercheurs avec les nouveaux sujets de maîtrise, les sujets de doctorat et les études qui vont être faites dans les diverses universités en lien avec la psychologie du sport. Une fois que le contexte historique a été effectué, en psychologie du sport, il y a trois rôles très importants qu'on doit établir. Dans un premier temps, il y a le rôle de la recherche. Donc, encore une fois, aujourd'hui, dans plusieurs domaines, il y a de la recherche qui est faite avec des sujets. On veut faire avancer la science. Donc, on a beaucoup de questionnements en lien avec les recherches du passé et les recherches du présent. Donc, on cherche toujours à améliorer, à faire de nouvelles études sur un nombre infini de sujets. Notamment, c'est ce que j'ai fait moi en lien avec la psychologie du sport et l'effondrement de performance. Peu d'études avaient été faites dans le passé, donc j'ai voulu répondre à certaines questions. C'est ce qui m'a mené à faire mon mémoire de maîtrise et avoir mes résultats qui sont nouveaux. Et j'ai pu ainsi faire avancer la science. Et c'est ce que les gens en psychologie du sport doivent faire au niveau de la recherche.
Par la suite, lorsqu'on a eu nos résultats de recherche, bien évidemment, ce qu'on veut, c'est enseigner aux gens, donc aux professionnels de la santé, notamment les kinésiologues, les physiothérapeutes, les entraîneurs qui ont parfois des cours, notamment je pense à des programmes qu'il peut y avoir en kinésiologie, en coaching, qu'il va y avoir dans diverses universités au Québec, mais ailleurs dans le monde. Donc, les études qui ont été faites, on veut maintenant les appliquer. On veut aussi faire de l'enseignement avec les professionnels de la santé en lien avec la science du sport. Une fois qu'on a fait de l'enseignement, ces professionnels de la santé-là peuvent maintenant aller faire de la consultation. Donc, exemple, c'est ce que moi je fais en tant que consultant avec divers athlètes et militaires. Je fais de la consultation afin d'optimiser la performance sportive et la performance au travail, notamment dans les entreprises, mais avec des équipes de sport aussi. Donc, une fois que la recherche a été faite, que l'enseignement a été fait, on peut maintenant passer sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les athlètes en tant que tels, donc au niveau individuel et ou en équipe. Donc, ce sont les 3 rôles importants qu'il va y avoir en psychologie du sport. Donc, recherche, enseignement et puis appliquer concrètement sur le terrain pour voir les effets à long terme, moyen terme et court terme de la psychologie du sport. Donc, deuxième sujet que nous allons aborder, ce sont les types de courants qui constituent l'approche de la psychologie sportive. Pour ma part, je vais débuter avec le courant de la pleine conscience qui vient d'être introduit dans les dernières années, dernier siècle. En particulier, la pleine conscience, ça part en fait de la tradition bouddhiste qui, depuis des centaines, milliers d'années, pratique la méditation, qui est l'outil pour développer la pleine conscience. Et la pleine conscience qui a été définie là, par Jon Kabat-Zinn, un des premiers qui a amené la pleine conscience en Amérique du Nord, surtout par rapport au traitement là, de l'anxiété, dépression et les maladies mentales, qui définit comme la pleine conscience comme être dans le moment présent sans jugement. Fait que ça a été introduit par la suite, ça a été intégré à la recherche de la psychologie sportive au courant des années pour amener la pleine conscience avec les athlètes. L'objectif, c'est vraiment d'amener les athlètes à avoir conscience de leurs émotions, conscience aussi de leurs ressentis corporels. Donc, on peut voir ici un mix aussi là, dans tout ce qui est de préparation physique et de préparation mentale au niveau de la pleine conscience. Il y a plusieurs auteurs, dont Baltzelt, Jon Kabat-Zinn aussi, là, qui a contribué là, aussi au développement de la psychologie sportive. Garner, Moore, Jack a aussi contribué à la psychologie de performance, mais au niveau militaire. Donc oui, là, au niveau militaire, il y a eu plusieurs recherches là, au niveau de la pleine conscience, surtout avec les Navy SEAL américains, puis les Marines américains. Donc, qu'est-ce qui en est venu en conclusion avec ces recherches? C'est qu'en développant, en pratiquant par exemple la méditation pour améliorer là, le concept de pleine conscience, c'est que les gens qui pratiquaient, les militaires qui pratiquaient et les athlètes qui pratiquaient sont plus en mesure d'avoir une capacité de concentration élevée et aussi sur une longue période. À ne pas négliger aussi l'amalgame entre le courant de la pleine conscience et celui des habiletés en lien avec la psychologie sportive que Marc-Antoine va expliquer là, par la suite. Au début, ça a été 2 courants qui ont été développés, on va dire, séparément. Puis depuis, surtout là, les années 2000, au début du siècle et au partir des années 2010, les 2 courants là, ont été vraiment intégrés communément pour développer les athlètes d'un point de vue mental pour un meilleur rendement. Exact. Donc, Marc-Antoine, je te laisse poursuivre là, avec le deuxième courant. Donc, on a parlé de la pleine conscience dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il va y avoir le développement des habiletés en lien avec la psychologie du sport, parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas quelque chose qui était acquis, les habiletés mentales, c'est quelque chose qui devait être développé dans le temps. Et c'est un peu avec ce modèle-ci, lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'éducation avec la recherche et l'enseignement. On veut enseigner aux athlètes, on va enseigner aux militaires, on va enseigner aux gens avec qui on travaille des habiletés, au même titre qu'on va développer la vitesse, la force, développer des habiletés motrices en lien avec le sport, que ce soit l'agilité, la coordination œil-main. On veut développer certaines habiletés en lien avec les habiletés mentales, notamment par rapport à la pleine conscience, développer des habitudes avec la méditation. On veut aussi développer
un discours interne qui va être positif, éviter d'avoir du négatif, être capable de gérer le stress, d'avoir des outils qui vont être utiles lorsqu'on va être en mesure de faire face à ces situations-là dans la vie courante, que ce soit un stress au niveau financier, un stress si j'ai à parler devant les gens, si j'ai à faire une performance, admettons le test force, si j'ai à parler avec les militaires. Donc, on veut être capable de développer ces habiletés-là. Puis, avec le temps, on a des entités qui ont été développées, en fait, des organisations qui sont là pour soutenir aussi là, les consultants, les gens qui ont des maîtrises ou des doctorats. On parle notamment de l'Association américaine de la psychologie du sport, l'Association nord-américaine de la psychologie du sport et de la science de l'activité physique. Au niveau européen, il y a la Fédération européenne des sciences de l'activité physique ainsi que la société en lien avec la société de la psychologie du sport qui vont encadrer les chercheurs, qui vont encadrer les consultants afin d'avoir de la formation continue, mais de protéger aussi le public en lien avec les habiletés qui vont être développées chez les athlètes. Donc, c'est avec ces deux types de courants-là que, en fait, les gens vont travailler. On peut y aller Personnellement, Marc-André, c'est plus quelqu'un qui va aller au niveau de la méditation. Moi, je suis plus du genre à développer des habiletés en lien avec ce que j'ai vu à l'école aussi dans mon mémoire de maîtrise, avec la confiance en soi, la concentration, la motivation, la communication. Mais ultimement, c'est un amalgame de tout ça qu'on veut avoir pour avoir une performance qui est optimale chez les athlètes et avoir un coffre à outils le plus chargé possible pour être en mesure d'avoir un outil que je peux aller prendre le temps venu lorsque je vais avoir une certaine problématique ou une incapacité à performer. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là, Marc-André. Oui, Mathieu, très bien dit. Je pense que le coffre à outils là, résume beaucoup, très bien en fait, ça représente quoi la préparation mentale. On a parlé de deux courants ici, mais c'est deux choses qui en fait travaillent ensemble communément. Oui, ça a été développé séparément, mais aujourd'hui, là, je pense que les deux courants sont fusionnés ensemble. Puis c'est juste des outils de plus qui sont ajoutés au coffre. Donc, comme tu as mentionné, oui, par exemple, moi je vais pratiquer plus la méditation, mais sans aucun doute, j'utilise des techniques qu'on va d'ailleurs parler là, dans une prochaine vidéo. J'utilise régulièrement, dont exemple la fixation d'objectifs, un discours interne positif, etc. Fait que, comme tu l'as mentionné, un très bon résumé, là, le coffre à outils, on rajoute des outils, puis après ça, on peut les utiliser là, dans divers moments. Puis c'est important aussi à comprendre que ça s'appelle psychologie du sport, mais je pense que comme tu l'as mentionné, ça s'applique à beaucoup de sphères. Donc autant, là, comme tu as déjà dit, en entrepreneuriat, dans la vie au quotidien, ou bien sûr dans le sport et le travail. Pour cette section, on va discuter au niveau des bénéfices et des limites concernant l'entraînement de la pleine... Je recommence. OK. Donc, pour cette partie, nous allons discuter au niveau des bénéfices et des limites concernant la psychologie sportive. On va débuter avec les limites pour encadrer, recadrer le monde là, au niveau de qu'est-ce que ça fait la psychologie du sport, puis justement où qu'on peut arrêter, où les limites s'imposent. Je pense qu'en premier lieu, c'est facile à le réaliser, c'est la psychologie sportive, l'entraînement mental, c'est abstrait, c'est difficile à quantifier, les résultats sont difficiles à quantifier. Puis c'est difficile de voir aussi, de voir justement du concret par rapport à ce qu'on fait, autant au quotidien qu'à long terme. C'est vrai qu'après un certain temps, on voit des bénéfices, mais ça va être difficile à évaluer. Effectivement, comparativement à l'entraînement physique ou à le développement d'habiletés en lien avec les sports, on peut être en mesure d'observer chez quelqu'un soit une perte de poids, une augmentation musculaire ou une amélioration de la vitesse, par exemple. Cependant, lorsqu'on va faire de la préparation mentale, c'est vraiment des petits changements au quotidien, dépendamment de l'intensité et du nombre d'entraînements qu'on va faire en lien avec la préparation mentale. On va en parler tout à l'heure, c'est pas un entraînement qui requiert des entraînements comme physique, comme le requiert. Qui requiert une grande quantité. Oui, effectivement, en fait, exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire l'entraînement mental un peu partout, dans tous les environnements possibles. La seule chose avec l'entraînement mental, c'est que c'est nous qui va ressentir les bénéfices. On n'aura pas une augmentation du volume de la tête parce qu'on fait de la préparation mentale, ça ne paraît pas. C'est quelque chose qu'on va vraiment ressentir. Puis pour ça, une des limites qu'on avait à mentionner, c'est qu'il faut être alerte et vigilant sur comment est-ce qu'on se sent en tant qu'individu. Donc, une des autres limites, c'est être capable de faire une rétroaction sur soi-même, savoir comment est-ce que je me sens lorsque j'ai
la colère, de l'anxiété, du stress et tout ça. Je ne sais pas si tu peux continuer par rapport à ça. Oui, exact. Ben, d'avoir une bonne connaissance de soi. Fait que, tu sais, un peu avec la description que j'ai dit tantôt de la pleine conscience, c'est de se connaître soi-même, quelle émotion que j'ai au moment même, quel outil que j'ai, quand je peux les utiliser. Donc, surtout quand quelqu'un débute, je pense que ça peut être difficile de juger quand utiliser, comment les utiliser. De là, qui est intéressant d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous recadrer, un consultant Exact. qui va nous aider. En lien avec ça, l'intégration peut être difficile à comprendre au début, un peu comme beaucoup de sujets, en fait, un peu comme si je commence en activité physique. Au début, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas vers où aller. Bien, évidemment, je pense que pour la préparation mentale, ça va être un peu le même principe. Il y a un apprentissage à faire dès le départ. De là, l'intérêt d'avoir quelqu'un pour nous encadrer, nous aider, qui va nous donner des objectifs, par exemple, ou donner des trucs pour développer des outils à développer. Fait que, au niveau des limites, puis aussi, Marc, tu vas pouvoir continuer là-dessus, c'est propre à chacun. Fait que, exemple, tantôt on parlait, moi, par exemple, je vais utiliser la méditation, puis peut-être que Marc, lui, ça va être, il va utiliser une stratégie qu'on pourra expliquer les mots-clés. Donc, il faut utiliser c'est quoi qui nous convient. Une fois de plus, comme dans plusieurs aspects de la vie, ça va être quelque chose, on va choisir qu'est-ce qui nous rejoint le plus pour après ça le mettre en application. Oui, effectivement, il y a des gens qui vont être plus à l'aise à faire la pratique de la méditation, yoga qui est une des stratégies aussi, mélange entre physique et émotionnel et au niveau de la préparation mentale. Mais les gens doivent essayer des nouvelles choses. C'est comme essayer un nouveau sport, essayer une nouvelle nourriture, un nouvel endroit où on va aller s'entraîner. Des fois, ça se peut qu'on ne soit pas à l'aise au début, mais avec le temps, si on se donne le temps de pratiquer, qu'on se donne l'opportunité d'avoir de nouvelles expériences, on peut voir quelle stratégie va fonctionner les plus. Souvent, une des limites, c'est que les gens ne vont pas se donner le temps de le faire en préparation mentale. On va essayer une stratégie une fois. La méditation à 5 minutes, je n'ai pas apprécié, donc je vais mettre ça de côté par la suite. Donc, il faut se donner le temps. C'est une des limites, c'est que les gens, je trouve, qui ne sont pas très patients. On doit avoir une plus grande patience justement pour essayer de nouvelles stratégies. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est un peu stigmatisé, la préparation mentale. On pense que c'est souvent pour les gens qui sont malades ou qui ont des problèmes mentaux, mais c'est vraiment un outil qui peut être efficace dans toutes les sphères de la vie, au niveau du travail notamment. Si on parle de la situation actuelle avec la COVID, les gens ont beaucoup de stress au niveau financier, à la maison, en couple, au travail. Toutes nos habitudes ont été bouleversées. Donc de pratiquer ce genre d'exercice-là peut nous être utile si on se donne le temps et la chance de l'essayer. Oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis juste pour donner un exemple concret, par exemple, je pratique la méditation, je vais pratiquer à me concentrer sur ma respiration, donc amener ma concentration, tout mon focus sur la respiration. Fait que moi, quand j'arrive dans un moment plus stressant ou un moment qui me crée de l'angoisse, ben, un de mes premiers réflexes, à force d'avoir pratiqué la méditation, la pleine conscience, donc, ça va être de ce moment-là, mon premier réflexe, d'amener ma concentration sur ma respiration pour par la suite être capable d'analyser ou de prendre une décision, si j'ai à prendre une décision dans le moment présent, dans l'activité que je fais. Exact. On va poursuivre avec les bénéfices, évidemment. Oui. Je pense que le premier bénéfice, une fois de plus, comme tu as mentionné, c'est que quand on se donne le temps de pratiquer, ça va être le bien-être, d'avoir des outils pour gérer des circonstances que normalement, peut-être qu'on peut perdre le contrôle ou qui créent beaucoup d'anxiété. Est-ce que ça va complètement éliminer l'anxiété, le stress? Je crois que non. Mais est-ce que ça va aider à gérer les situations? C'est là la beauté de la chose. Donc, si on a plus d'outils, je pense que notre qualité de vie va augmenter. Puis plus qu'on va être capable de transférer nos connaissances, nos outils dans d'autres domaines, ben ça fait boule de neige. Là, on va pouvoir avoir un état général de un état mental général qui va être plus agréable à vivre. En fait, souvent, ce qui va se passer, si on parle au sport, les athlètes vont être prêts physiquement, vont être prêts au niveau technique, tactique. Puis lorsqu'ils vont venir à faire une performance sous pression, le fait d'avoir une faiblesse mentale va faire en sorte de diminuer leur performance, même si ces athlètes-là étaient au sommet de leur forme au niveau physique, des habiletés incroyables, des habiletés qui étaient égales ou supérieures à au niveau de compétition qu'ils vont avoir. Mais l'aspect mental va souvent faire défaut. Donc, un des bénéfices de l'aspect mental, c'est de pouvoir exprimer notre talent au niveau technique, tactique et physique. Puis c'est la même chose au travail aussi, dans des situations où on doit
toujours s'adapter. Si on parle à la base militaire ici, c'est des changements au niveau des classes qu'on doit donner, c'est des changements au niveau des tests force, c'est des changements au niveau des procédures. Bien, en ayant une meilleure force mentale, en étant plus solide mentalement, on peut naviguer à travers tout ça en ayant moins de problématiques, puis en étant capable de rester fort, positif et de rester fort mentalement, avoir une bonne attitude. Donc, si je résume ce que tu viens de dire, c'est qu'on va avoir une augmentation de nos performances, exact. Autant au travail. Donc, exemple, j'arrive, j'ai une journée que je sens que j'ai plus de difficultés à me concentrer au travail, puis j'ai une bonne journée, j'ai beaucoup de tâches à remplir, quoi que ce soit. Justement, d'avoir des outils pour se préparer, par exemple, un mécanicien d'avion qui arrive puis qui fait des erreurs à cause qu'il manque de concentration ou qui est distrait, ça peut avoir des conséquences graves à lui et à d'autres personnes aussi. Fait que s'il y a des outils pour aider à développer sa concentration sur le moment, on diminue grandement les risques de problématiques et on augmente par le fait même la performance, donc sa qualité de travail. On passe à des pilotes d'avion ici. On a des pilotes de F-18 qui doivent voler à des vitesses incroyables, puis souvent sont très très près les uns des autres, font des manœuvres assez dangereuses. Donc c'est certain que si moi je peux faire une erreur en faisant mon test force le matin parce que je ne suis pas concentré, j'imagine qu'un pilote d'avion, en fait c'est certain qu'un pilote d'avion peut se lever un matin, avoir de la difficulté au travail ou à la maison, puis manquer de concentration. On s'entend que le niveau d'erreur ça peut être plus dangereux si un pilote d'avion est moins prêt mentalement que si moi je suis moins prêt pour mon test force. On peut relativiser les deux, mais l'aspect mental, les bénéfices sont vraiment très très grands sur la performance au travail, dans la vie de tous les jours et dans le sport. Autre bénéfice, en fait, la préparation mentale, on peut en pratiquer n'importe où. On peut la pratiquer dans l'auto si je fais du covoiturage. Je peux faire de la visualisation pendant que je m'en vais à une compétition. Je peux être en train d'attendre chez le dentiste. Je suis stressé, je vais me faire un plombage. Je peux m'asseoir et répéter des mots-clés. Je peux essayer de faire une liste, dire les choses sur lesquelles je contrôle pas, des exercices de respiration. Donc, contrairement à l'aspect physique où je dois avoir des installations peut-être sportives ou un grand terrain, des poids ou sinon juste à la maison, mais on peut s'entendre que la préparation mentale peut s'effectuer à peu près n'importe où. Là où vous êtes capable de relaxer, fermer vos yeux et trouver un moyen pour vous concentrer à faire certaines techniques. Oui, exactement. Puis il y a beaucoup de stratégies qu'on peut adapter aussi au niveau de la durée. Donc, il y a des stratégies qui vont prendre quelques secondes à appliquer. D'autres stratégies qui, idéalement, vont prendre un petit peu plus de temps. Donc, on peut l'ajuster dans l'environnement, mais on peut aussi l'ajuster au niveau du temps, au niveau de la durée du temps qu'on a au moment même ou quoi que ce soit, ou qu'on veut prévoir dans notre horaire. On peut même, tantôt on va parler de planification. On peut prévoir quand on va pratiquer, mais aussi on peut la pratiquer à tout moment de la journée. Je pense dans tout ça, ce que ça englobe, c'est que c'est des outils qu'on a pour facilement franchir les obstacles, ou plus facilement plutôt, franchir les obstacles, parce que c'est pas parce qu'on s'entraîne mentalement que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de moment plus difficile. C'est juste qu'on rajoute dans notre coffre à outils, comme on a mentionné auparavant, qu'on rajoute plein d'outils. Donc, on peut choisir ceux qui nous conviennent par rapport à l'obstacle qu'on va faire face, puis par le fait même faciliter la remise en place après avoir franchi un obstacle. Je vous donne un exemple. Je fais une performance sportive, je ne performe pas au niveau que je voulais performer. Exemple, j'avais visé de terminer dans les 5 premiers, je termine 6e, ce qui peut être dur à digérer. Mais là, on peut avoir des stratégies mentales qui vont nous aider, à nous préparer pour la prochaine compétition ou quoi que ce soit qu'on va faire, et aussi à nous préparer à agir sur le fait qu'en ce moment, on est soit triste, déçu ou quoi que ce soit au niveau de la performance. Fait que ça reste quand même que notre perception va être vue, on va dire, négativement. Mais là, je pense que quand on rentre l'entraînement mental, c'est qu'on facilite la transition vers un retour mental plus positif. Positif, oui, exact. On va avoir des outils pour se remettre sur pied. On va avoir des outils pour la performance en tant que telle lorsque je réalise que ça va moins bien. Même lorsque ça va très, très bien, je peux avoir diverses stratégies qui vont faire en sorte que je vais maintenir ma performance ou être capable d'accepter que ça va pas très bien puis de me préparer pour la prochaine performance. On va faire des liens avec les athlètes dans quelques secondes. Donc, la préparation mentale, en fait, a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Suffit de commencer à la pratiquer tranquillement. Si jamais vous n'avez pas de personnes qui peuvent vous aider, vous pouvez aller voir vos moniteurs PSP, vous pouvez aller voir des gens autour de vous. Sur Internet, il peut y avoir
aussi des gens qui peuvent aller si on parle des associations qu'on a parlé tout à l'heure, AASP, NASPSPA.com, on peut aller voir des associations de psychologie aussi. Donc, il suffit de débuter, puis les bénéfices vont être très, très bon dans le temps. Il suffit de se donner la peine de le faire et d'essayer. Puis, on va avoir un coffre à outils, comme on parle depuis tout à l'heure, le fameux coffre à outils qui est plus grand. Donc, lorsque j'ai besoin d'un certain outil, je peux le prendre, je le remets dans ma boîte. À un certain moment, je n'ai pas besoin de tel outil, j'en ai besoin d'un autre. Donc, je suis capable de faire face à plusieurs situations, d'être résilient, d'être persévérant dans le temps et de passer à travers plusieurs obstacles plus facilement. Exactement. Puis je pense qu'on pourrait rajouter rapidement, c'est que c'est peu coûteux. Il y a peu de notions monétaires à avoir. Évidemment, l'encadrement avec un professionnel ou bien avec un consultant va coûter un certain montant, mais une fois que ça c'est payé, il n'y a pas... pas comme si on veut s'entraîner à la maison, qu'on a du matériel à acheter. Exact. Ou, si je veux commencer à faire, exemple, du camping, je vais avoir plein de trucs à acheter. Là, c'est quand même minimaliste, on va dire, au niveau des achats. Fait que c'est un des avantages. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, on va passer au 4e point dans quelques instants en lien avec les athlètes par rapport au sport, des exemples qu'on va avoir en ce moment avec la COVID notamment, comment les athlètes vont utiliser la performance mentale et la psychologie du sport pour performer à leur plein potentiel. Bonne continuation. Maintenant, nous allons passer au point numéro 4 qui concerne les expériences vécues avec les athlètes en lien avec la psychologie du sport. Dans un premier temps, Marc-André va nous parler d'une expérience de suivi en préparation mentale et préparation physique avec un athlète en triathlon. Puis par la suite, on va faire quelques liens avec la planification annuelle, les liens avec la préparation mentale au quotidien, ainsi que des anecdotes et des histoires par rapport à certains athlètes sportifs et des équipes professionnelles en lien avec la psychologie du sport et la préparation mentale. Donc Marc-André, veux-tu nous parler un tout petit peu de l'expérience que tu as vécue avec un athlète Ironman que tu as travaillé avec ici à la BFC Bagotville? Oui, tout à fait. En fait, cette expérience-là, j'ai entraîné cette personne-là pendant 2 à 3 ans. Au début, elle n'avait aucune expérience là, en triathlon Ironman. Puis on a commencé l'entraînement. Évidemment, il y avait de la préparation physique à préparer, mais aussi, on a intégré ensemble la préparation mentale dans sa planification annuelle. Donc, au courant de sa préparation physique, évidemment, la première étape pour la préparation mentale, ça a été l'apprentissage de nouvelles techniques. La personne était avait plus ou moins été en contact avec la préparation mentale. Donc, le fait d'apprendre de nouvelles habiletés techniques, en essayer, choisir les préférences. Par la suite, en suivant une fois de plus la préparation physique, on a décidé d'inclure tranquillement pendant ces entraînements des exercices de préparation mentale pour savoir lesquels étaient préférables. Puis une fois, après avoir mis en place quelques techniques et essayé quelques techniques, on en a sélectionné quelques-unes pour essayer dans des compétitions qu'on va appeler mineures, étant donné que c'était des préparations à la grande compétition qui était le Ironman à Mont-Tremblant. Donc, tout au long de ces autres compétitions plus mineures, on a pratiqué des techniques, par exemple la visualisation. Cette personne-là faisait des longues sorties de vélo, ou des fois du vélo à l'intérieur sur un vélo stationnaire. Donc, surtout sur le vélo stationnaire, ça peut être long. Fait qu'on avait décidé d'intégrer la technique de visualisation sur le vélo. Donc, il prenait son cellulaire, regardait au début pour se motiver, puis se donner des images de monde qui faisait des triathlons Ironman. Et par la suite, on a intégré progressivement la visualisation de l'Ironman qu'il allait avoir à faire ultérieurement, chaque partie de l'Ironman. Donc, exemple, pendant un premier 2 heures, il pouvait se visualiser en train de faire les 20 premiers kilomètres du Ironman, ainsi de suite au fil de ses entraînements, jusqu'à se visualiser ensuite pour la fin du Ironman. Fait qu'en train de terminer le Ironman dans les temps qu'il voulait avec les réussites. On a intégré aussi de la visualisation pour les difficultés qui pouvaient arriver. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, si exemple il y avait une crevaison, comment qu'il allait, si l'événement arrivait, comment qu'il allait se préparer mentalement, inclure des stratégies pour rester focus sur qu'est-ce qu'il y avait à faire au moment. Et tranquillement, on a intégré ça dans son entraînement.
Puis, il a pu utiliser, cette personne-là a pu utiliser les stratégies dans sa compétition Ironman. Puis aussi, il m'a mentionné, cette personne-là m'a mentionné qu'elle utilisait les stratégies au quotidien aussi. Cool. C'était un processus qui était plaisant, j'imagine, de ta part et de sa part, d'apprendre à travailler avec l'aspect mental. Oui, tout à fait. Moi, je l'avais déjà un peu travaillé par le passé, mais sur une aussi longue période, de planifier on avait planifié son entraînement sur 1 an, même sur 2 ans, parce qu'il savait qu'il voulait continuer par la suite. Fait qu'on a continué à progresser dans le même sens. Fait que oui, de faire une aussi longue planification, ça m'a aussi forcé à essayer des techniques de préparation mentale que j'avais plus ou moins essayées par le passé, étant donné que cette personne-là voulait les essayer. Fait que par le fait même, je voulais essayer les mêmes techniques. Fait que oui, super agréable, puis très constructif aussi. Très intéressant. Dans l'histoire de Marc-André, l'histoire de cas avec un de ses clients, c'est quelque chose qu'on va voir souvent avec des athlètes d'élite ou des athlètes professionnels. Si on prend par exemple en ce moment la situation de la pandémie mondiale, le retour au jeu dans certaines ligues professionnelles, on n'a qu'à penser à la Ligue nationale de hockey, la Ligue nationale de baseball, la Ligue nationale de basketball, la NBA. On peut voir que les athlètes en ce moment doivent fonctionner différemment. On va prendre un exemple d'un gardien de but de hockey, Carter Hart, qui est le gardien de but des Flyers de Philadelphie, qui lui a travaillé avec l'aide de consultants en psychologie du sport lorsqu'il jouait au niveau junior majeur avec les Silvertips de Everett, en plus de travailler avec des consultants lorsqu'il jouait avec Team Canada moins de 20 ans. Mentionnait que la préparation mentale est un outil extrêmement important pour lui. Puis on peut aussi l'observer sur Internet. Là, il y a une vidéo de Henrik Lundqvist, qui est le gardien de but des Flyers de Philadelphie. Une routine d'avant-match. On peut voir des images qui sont superposées une au-dessus de l'autre et on voit la routine d'avant-match qui est quasi identique au geste près à la seconde près. Donc les athlètes ont recours à la préparation mentale. Parce qu'à un certain niveau, au niveau professionnel ou au niveau olympique, les championnats du monde, les championnats intercontinentaux, les championnats nationaux, tous les athlètes ont les capacités physiques, techniques et tactiques. C'est vraiment l'aspect mental qui va différencier la réussite d'un athlète par rapport à un autre. Donc, au niveau de Carter Hart, travaille avec un psychologue du sport depuis plusieurs années. Puis, je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, avec la pandémie mondiale, c'est tout nouveau pour tout le monde. Habituellement, on a du hockey en juin, lors des séries finales de la Coupe Stanley. Présentement, on a des séries qui se déroulent au mois d'août, au mois de septembre. En plus de la saison qui va débuter, la saison 2020-2021 qui va débuter probablement au mois de décembre, selon ce qu'on sait pour l'instant. Donc, c'est très, très nouveau pour les athlètes. De la nouveauté, un élément de contrôle qui est absent un tout petit peu, l'élément d'imprévisibilité. Donc, les athlètes doivent avoir recours à la préparation mentale pour être capables de bien performer. Toi et moi, on sait très bien Raphaël Nadal, qu'on a parlé à plusieurs reprises. Je sais que dans notre champ d'études, on en a parlé aussi à plusieurs reprises. Extrêmement fort mentalement, qui était capable de gagner 12 Roland-Garros. Donc, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, oui, c'est bien de pourchasser l'atteinte d'un objectif comme de remporter le Roland-Garros. Mais comment est-ce qu'on fait pour rester motivé lorsqu'on arrive à notre 13e Roland-Garros pour aller gagner le 13e? Qu'est-ce qui est différent entre le 13e et le 12e? Donc, d'avoir une fixation d'objectif à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est très, très important pour les athlètes. On peut penser aussi au hockey, à Patrice Bergeron, un joueur québécois qui a remporté la médaille d'or au championnat de hockey junior, qui a remporté la Coupe Stanley, championnat du monde, la Coupe du monde, qui a remporté les Olympiques. Donc, comment est-ce qu'on fait en tant qu'athlète pour réussir à performer, garder confiance, être capable de passer à travers toutes les émotions, tous les éléments difficiles quand on a déjà tout gagné par le passé. Donc, les athlètes font vraiment affaire avec des gens en psychologie du sport pour rester forts mentalement, advenant le cas qu'il y a des situations qui sont plus difficiles, mais même lors de situations favorables, on a parlé à plusieurs reprises que la psychologie, ça a été pour préparer à des événements, ça peut être pour des événements positifs aussi, puis ça va être lorsque ça va bien qu'on doit travailler la préparation mentale. Puis ça m'amène un peu à parler de la planification annuelle. Tu en as glissé un mot tout à l'heure. La planification annuelle, c'est un plan qu'on se fait ensemble avec l'athlète, à savoir qu'est-ce qu'on va développer à quel moment dans l'année. Mais c'est sûr que ce plan-là, on va déroger de ce plan-là selon les blessures, selon les événements. Il peut y avoir une période de compétition qui est annulée, il peut y avoir des périodes de flottement, de changement. Donc, la planification, à quoi ça sert en fait, c'est qu'on veut établir d'avance
quel aspect est-ce qu'on va développer? Donc, est-ce qu'on va amener de nouvelles stratégies? Est-ce qu'on va amener d'anciennes stratégies du passé? Est-ce qu'on va développer l'aspect de la confiance au début de la saison? Est-ce qu'on va développer des stratégies au niveau de l'anxiété de performance en lien avec les performances du passé, donc de l'année précédente, pour être en mesure de contrer les défauts de performance, donc les léthargies, les effondrements de performance et les périodes plus difficiles? Et qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de franchir ce cap-là dans les compétitions qui vont arriver? Marc-André t'en a parlé. Les compétitions qui sont moins importantes vont peut-être servir à utiliser une certaine stratégie. Donc, on ne va pas nécessairement rechercher à gagner, mais on va aller rechercher une certaine situation inconfortable pour mettre en place une stratégie. On peut utiliser les compétitions moins importantes pour amener des stratégies nouvelles, une nouvelle routine. Donc, c'est très, très important d'avoir un plan qui est très, très bien établi dans le temps. Puis, ce qu'on veut ultimement, c'est lorsqu'on arrive aux compétitions importantes, les championnats, les séries éliminatoires, les parties de finale, on veut être à notre plein potentiel. Donc, autant au niveau physique, technique, tactique que mental. Puis, c'est le plan annuel qui va nous permettre de développer petit à petit ces stratégies-là qui vont nous permettre d'accomplir nos grands objectifs qu'on a eus dans l'année, puis d'être capable de garder notre motivation, notre concentration, la gestion du stress à un niveau optimal, avoir confiance en soi face à une opposition qui est plus féroce un tout petit peu. Donc là, on vient de faire le tour pour planification annuelle, les athlètes. Je trouve que c'est vraiment important de faire un parallèle avec les gens communs de la vie en général, comme toi et moi, qui ne sont pas des athlètes professionnels. Ça s'applique très bien aussi. Je vais prendre l'exemple d'un travailleur, par exemple un comptable, qui a un bilan à remettre à son boss à la fin de l'année. Oui. Sur qu'est-ce qu'il a fait pendant l'année, puis où les objectifs qui se sont fixés. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Comment on a fait pour se rendre? Comment on peut se préparer mentalement pour atteindre ces objectifs-là? Parce que clairement, il va y avoir des hauts, mais il va y avoir des bas aussi. Exact. Comment on peut se préparer mentalement sans que ce soit une affaire de maladie ou quoi que ce soit, juste se préparer mentalement à affronter les obstacles qu'on va avoir à faire face et aussi à livrer une marchandise et peut-être livrer plus que la marchandise qui est demandée au travail. Fait que ça pourrait être aussi de rentrer une certaine planification dans le sens de commencer, exemple, avec l'aide d'un professionnel à apprendre des stratégies, puis à les appliquer au travail ou exemple, dans des réunions, quoi que ce soit dans un travail, une partie du travail en particulier, etc. Fait que c'est très transférable. Oui, souvent même des athlètes qui ont performé puis qui vont par la suite travailler, par exemple des athlètes olympiques qui nécessairement ne gagnent pas toute leur vie avec ça, il y en a très peu, par la suite doivent travailler, souvent ils ont ces outils-là pour eux au travail, puis ils arrivent par exemple dans leur travail, puis ils sont performants, ou du moins ils sont capables de bien gérer leur travail au quotidien et aussi d'être motivés dans leur travail. Fait que c'est important de faire le parallèle, même affaire avec le monde militaire, peu importe le travail que vous faites ou que quelqu'un fait, que ce soit pour nous ici, on utilise ces stratégies-là au quotidien pour soit nous motiver, soit nous concentrer, relaxer, etc. sur les tâches qu'on a à faire. Je vous donne un autre exemple. Si on se prépare à parler devant 100 personnes, 150 personnes, peut-être que juste avant de présenter devant du monde, nos stratégies qu'on va utiliser, c'est des stratégies axées vers la relaxation et la concentration. Pour être focus et être en mesure de livrer, exemple, l'entraînement ou le message qu'on veut livrer si on donne une conférence, par exemple. Je fais aussi le lien avec des métiers... mettons, policiers, pompiers, ambulanciers, des gens qui sont dans l'action, c'est des gens qui doivent réagir sur le stress, infirmiers, infirmières, des médecins, des gens qui doivent travailler avec l'inconnu, les gens qui ont la relation d'aide aussi. Donc, ce travail-là, les stratégies pour la psychologie du sport, ça s'applique très bien à tous et à toutes parce qu'on a tous à travailler en équipe avec quelqu'un, on a tous à travailler de manière individuelle sur nos forces, sur des choses à améliorer selon nos objectifs dans le travail. Puis, dans la prochaine vidéo qui va sortir dans quelques semaines, Marc-André et moi, on va vous donner des stratégies concrètes que vous allez être capable de mettre en action, d'essayer à la maison, lorsqu'on parlait dans les limites et les bénéfices, d'essayer des stratégies, de se donner du temps. Eh bien, on va être capable de vous donner environ 5 à 8 stratégies qui vont être facilement applicables, que vous pouvez essayer au quotidien, qui vont peut-être même pas paraître pour les gens avec qui vous travaillez ou les gens avec qui vous restez, mais qui vont vous faire sentir plus confiant, plus concentré, plus efficace.
vous allez être capable de retirer quelque chose de ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, puis un petit défi, jusqu'à notre prochaine vidéo, on vous invite à essayer de repérer si vous utilisez déjà vos propres stratégies. Vous pourrez les écrire sur notre page Facebook ou dans les commentaires là, du vidéo sur YouTube. Ça va nous faire un plaisir de les regarder. Puis exact. 2, ça peut même nous donner des idées de sujets qu'on pourra discuter. Puis peut-être même qu'on va discuter des stratégies que au préalable, vous avez déjà utilisé. Fait qu'on vous invite là, à inscrire les stratégies puis à réfléchir aussi à ce que vous faites déjà comme préparation mentale pour votre quotidien. Donc, pour le mot de la fin, on espère que vous avez grandement apprécié le petit atelier pour aujourd'hui. Donc, de connaître l'évolution dans le temps de la psychologie du sport à travers les années, des deux types d'approches qui sont utilisées, donc soit la pleine conscience et les habiletés qui sont développées avec le temps, les bénéfices, les limites, ainsi que quelques exemples que vous pouvez vous baser sur les athlètes professionnels ou sur des militaires et des athlètes amateurs, incluant la planification annuelle. On vous invite à aller sur notre page Instagram, PSP_Bagotville, où vous pouvez suivre nos activités, nos stories sur les activités qu'on fait avec les moniteurs, avec les unités ici, du matériel exclusif aussi. Allez sur notre page Facebook, PSP Bagotville, et continuez à nous suivre sur la page PSP Bagotville sur YouTube pour aller voir nos vidéos d'entraînement, pour voir et revoir les entraînements des autres unités aussi, des autres bases. Donc, ça va nous faire plaisir. Écrivez-nous sur notre page Facebook, ça va nous faire un grand plaisir à Marc-André et moi de travailler avec vous. Puis en espérant que vous avez apprécié et qu'on va se revoir dans le prochain vidéo dans quelques semaines. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Merci beaucoup tout le monde.